Et nous voilà donc de retour avec Antoine Toulmont pour évoquer la question donc de la décarbonation. Décarbonation demain, c'est déjà aujourd'hui des paroles aux actes. C'est l'intitulé donc de cette séquence que vous inaugurez chez Aura Aéro, qui est un constructeur aéronautique toulousain qui est très engagé pour la décarbonation du transport aérien. Vous avez eu une progression assez fulgurante en 5 ans en passant de start-up à ETI avec de très très belles réalisations et en industrialisant des technologies de rupture qui sont évidemment, puisque c'est le sujet, tourné vers l'aviation de demain. Alors très simplement, donc d'où venez-vous et où allez-vous surtout sur ces questions-là? Oui, donc tout à fait. Alors, Aura Aéro, c'est le projet de 3 cofondateurs, Jérémy Caussade, Wilfried Dufaux et Fabien Raison, dont l'ADN vient des grands constructeurs sur la place toulousaine. Et en fait, c'était l'idée de vraiment prendre en main le défi de l'ingénierie dans la décarbonation du transport aérien, et avec surtout l'idée de produire. C'est-à-dire, c'était pas l'idée de faire un prototype et de dire OK, on peut faire un avion électrique et prouver que ça vole, mais on est là pour vraiment faire vraiment du remplacement de flotte et aller produire des avions, donc en construisant des usines, en construisant des avions. Et l'ADN, il est double. Il est celui de l'aviation générale, avec notre gamme d'avions qu'on appelle la gamme intégrale, et l'aviation régionale, qu'on appelle avec notre avion ERA, Electric Regional Aircraft, qui est un 19 places, qui a 8 moteurs électriques, et qui a une production d'électricité qui est hybride, c'est-à-dire avec des batteries et des turbines donc qui sont 100% en carburant aviation durable, mais qui fonctionnent aussi avec du kérosène. Voilà. Alors vous l'avez évoqué justement, parce que vous avez parlé de la région. Vous avez une stratégie qui est extrêmement ambitieuse concernant justement l'électrification de l'avion régional. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est véritablement, et là on voit apparaître vos petits bijoux, une voie d'avenir? Oui. Voilà, on peut voir les avions qui sont évidemment magnifiques. Alors oui, sur le transport aérien régional, en fait, on voit déjà sur cette partie-là, sur le transport, je vais commencer par le transport aérien régional, on voit une appétence dans les nouvelles technologies très très forte. Le transport aérien régional, c'est un transport aérien qui a été un peu sur le déclin aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup remplacé les turboprops par du jet, par de l'alimentation de hub. Et là, avec maintenant le coût, les différentes politiques environnementales, on voit un changement de mentalité qui arrive, et du coup ces nouveaux vecteurs, ces nouveaux produits donc, qui vont aller du 19 places aux 30 places, en fait ils ont un intérêt très très fort parce que ils peuvent coûter cher à l'achat, mais économiquement après, c'est des avions qui deviennent très intéressants. Et on voit beaucoup de portes s'ouvrir à la fois dans les acteurs étatiques, dans les acteurs à Bruxelles, dans les acteurs locaux, régionaux, pour soutenir cette nouvelle industrie naissante. La semaine dernière, j'étais à Innsbruck, parce qu'à Bruxelles, je travaille aussi avec une association de compagnies aériennes régionales. Il y a un engouement qui est très très fort. Les compagnies aériennes sont très très en demande, et à la fois des pouvoirs publics aussi de montrer que c'est possible. On a déjà des avions qui volent à hydrogène. Nous, on va arriver aussi relativement vite sur le marché. Et donc, il y a vraiment un engouement très fort, et on voit même aussi l'ouverture de nouvelles lignes, des lignes qui n'existaient pas avant ou qui ont été fermés il y a très longtemps, qui vont revenir, où on va aller concurrencer le train régional ou la voiture. Et très rapidement, sur l'aviation générale, sur l'aviation, là, c'est vraiment la formation des pilotes. On a entendu l'ENAC juste avant, mais toutes les écoles avec des grandes flottes d'avions d'entraînement, là aussi, ils ont et y compris les armées d'ailleurs, parce que ici, c'est le sommet de l'aviation civile, mais aussi de l'aviation militaire. Et donc, on a aussi ce besoin de décarboner les flottes d'aviation d'entraînement. Ouais. Vous avez évoqué l'Europe à mi-mot. Vous avez été choisi pour siéger au comité de direction de l'Alliance for Zero Emission, aux côtés d'Airbus notamment. Pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable de s'inscrire dans un contexte européen ? Alors, le contexte européen, il est très important. Alors, effectivement, on a été choisi par la Commission européenne pour participer au comité de direction d'une alliance qui est une alliance industrielle, qui a été créé par le commissaire Breton et qui a vocation à mettre ensemble tout l'écosystème industriel aérien pour qu'on puisse dire quelles barrières il faut lever, quel levier il faut actionner pour qu'on puisse favoriser l'entrée en service des avions zéro émission le plus rapidement possible. Et en fait, on a été vu comme donc du coup un acteur industriel, un acteur émergent, et qui du coup est là aussi pour montrer que
il y a aussi une petite aviation dans l'aviation régionale et que probablement c'est cette petite aviation qui va commencer à montrer la voie pour les avions zéro émission. Donc il y a une grande confiance qui est là-dessus et du coup l'intérêt d'être à Bruxelles, moi c'est souvent ce que je dis à beaucoup d'entreprises, hein, il est double, il est de fait de pouvoir parler donc du cadre législatif, du cadre technique, mais aussi du cadre financier. On a des outils très intéressants qui arrivent de financement industriel, et c'est vraiment notre but, c'est d'aller financer de la production. Ouais. Merci beaucoup, vous avez tenu les temps, c'est parfait, c'était très intéressant. Je vous remercie et nous allons accueillir Jean-Christophe Drey. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, très bien. Donc, même chose que pour votre collègue, en un temps circonscrit, mais on a le temps de le faire quand même. Vous allez pouvoir évoquer la question de la décarbonation chez Volocopter France, à travers peut-être une première question qui pourrait être donc vos missions et votre place sur le marché. Alors, nos missions, elles sont assez simples. C'est ajouter dans la chaîne de transport un nouveau moyen de transport. Alors nous, on parle plutôt de mobilité aérienne urbaine, puisqu'on reste sur des distances, à contrario de mon prédécesseur, on ne parle pas de distance régionale, mais plutôt d'une distance de l'ordre d'une 40aine de kilomètres maximum. Et l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de pouvoir décongestionner des trajets, alors pas les villes en entier, on dit décongestionner les villes, mais c'est pas vrai, c'est décongestionner des trajets en proposant ce nouveau moyen de transport qui est un taxi volant aérien, comme on nous appelle gentiment à chaque fois. En fait, c'est un avion, c'est un aéronef, et qui va prendre sa place, comme tout autre aéronef, dans le mix de transport urbain. Et bien évidemment, 100% électrique. On va peut-être regarder en images, pendant que vous parlez, un film qui montre ce que vous faites concrètement. Voilà, on a un petit peu de musique au démarrage et puis ensuite c'est vous qui allez reprendre la main. Donc de belles images. Ce qu'on voit, c'est notre histoire. Donc on a commencé en 2011, on vient de voir la Yoga Ball. Alors c'est assez rigolo parce que c'est un de nos fondateurs qui voulait voler et qui a décidé d'utiliser une boule de yoga en y mettant effectivement des hélices. Et donc c'était en 2011 et aujourd'hui on arrive à ce que vous voyez, c'est-à-dire le Volocity, qui est l'appareil définitif et qui est actuellement en phase de certification auprès de l'EASA, puisque là on rentre dans une nouvelle catégorie qui a été créée par l'Europe et puis aussi par les autorités locales de type DGAC et également ENAC, puisqu'on travaille aussi en Italie, pour pouvoir certifier ce type d'appareil totalement nouveau, 100% électrique, 66 décibels. Alors ça parle pas, mais en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décolle dans un environnement bruité, comme disons ici sur les quais, avec des véhicules qui passent autour, on ne lève pas la tête parce qu'on entend la machine décoller, on ne l'entend pas. Alors, pour vous, c'est quoi la suite? On voit à la fin, la dernière image, c'est quoi Paris 2024? C'est quoi donc pour vous le gros sujet, le démarrage? Alors, à partir de l'été prochain, on va mettre en service commercialement nos machines à Paris. Donc effectivement, on parle d'être dans les actes. Aujourd'hui, on y est. On va transporter des gens, donc pour les initiés, on a créé une compagnie aérienne, on a un AOC ou un CTA en français, c'est-à-dire un certificat de transporteur aérien, machine certifiée, capable d'évoluer au même titre que d'autres aéronefs dans un environnement contrôlé, donc pas de souci là-dessus. Et donc on va voler au-dessus et autour de Paris à l'été 2024 avec des passagers à bord pour démontrer que ce moyen de transport est une réalité. Donc de l'innovation pure et dure. Oui, alors on est parti de zéro, de la boule de yoga, donc effectivement, oui, alors des fois on dit c'est un drone, oui ça ressemble à un drone, mais c'est pas un drone, il y a un pilote à l'intérieur, on ne peut pas certifier une machine au sens aéronautique sans avoir un pilote, ça n'existe pas, donc nos amis chinois ont certifié un appareil il y a très peu de temps, c'était avant-hier, je crois, ils ont annoncé ça pour du vol autonome. Mais nous, on a un pilote à bord, donc il y a aussi une notion d'acceptabilité de tout ça, parce que c'est bien de dire on va décarboner, on va faire des choses nouvelles, mais il faut aussi que les gens ils soient d'accord avec ça, ils soient clients. Et donc à partir de 2024, on aura 5 routes à Paris pour que les gens puissent expérimenter ce nouveau service.
Pour terminer, les grands enjeux des carbos pour vous, les batteries et puis la certification. Alors oui, bien évidemment, sans certification, on ne pourra rien faire. On fera des vols sous laissez-passer ou des choses comme ça, mais ça reste très très limité. Aujourd'hui, on pénètre dans l'espace aérien parisien, la zone interdite de vol, donc ce qui appelle la P23. On a eu l'autorisation, donc sans certificat de type, on ne pourra pas le faire. Et puis les batteries, aujourd'hui, on a 300 kg de batterie dans la machine. On a fait le choix de faire du swap batterie, c'est-à-dire quand on atterrit, on enlève nos batteries, on les met dans un container, on remet des batteries à l'intérieur, on peut repartir. D'où cette notion un peu de taxi et de saut très rapide et de rotation au sol extrêmement réduite. Mais l'enjeu, il est pour nous sur de la R&D batterie, et justement, on est en train de regarder comment on peut mettre ça en place entre l'Allemagne et la France, et notamment avec la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup Jean-Christophe Drey. C'était Jean-Christophe, directeur commercial de Volocopter France. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant pour le troisième pitch François Buffenoir, directeur technique et scientifique de Way4Space. Bonjour, bienvenue. Vous représentez donc un centre d'innovation. Vous ne faites pas directement donc des produits aujourd'hui donc dans le spatial. Quels sont pour vous vos grands enjeux? Alors oui, on n'est pas dans la production manufacturière, mais on produit du cerveau et de l'intelligence. C'est ça. La durabilité des activités spatiales est au cœur des réflexions de Way4Space et d'ailleurs a fait l'objet du principal de notre symposium de l'année dernière, Next Space 2022. Il y a d'abord quelque chose d'important à rappeler entre l'industrie spatiale et l'industrie aéronautique. L'empreinte de l'aéronautique est surtout due à son utilisation. Alors que dans le spatial, les satellites ne sont utilisés qu'en dehors de l'atmosphère, donc il n'y a pas d'impact environnemental. Et pour atteindre leur orbite, ils vont traverser via des fusées une fois, ou pour les réutilisables une dizaine de fois, l'atmosphère. Donc l'impact de l'industrie spatiale est surtout dû en amont à la fabrication. Ariane Group, qui a quand même une démarche éco-responsable, a fait une analyse du cycle de vie qui montre que Ariane 6, par exemple, les opérations de lancement et le lancement, ce n'est que 15% de l'impact global. Donc ce qui se fait aujourd'hui, et le plus important pour le spatial, ce qui a le plus d'effet et d'impact, c'est la réduction de l'empreinte carbone de la fabrication du matériel. Très bien, merci pour cette précision. Et alors aujourd'hui, concrètement, comment travaillez-vous à la décarbonation? Alors, si on pourra reparler aussi de ce qui se passe en orbite, parce qu'il faut faire des choses, mais concrètement, je parlais d'Ariane Group, qui fait partie des membres fondateurs de Way4Space. Aujourd'hui, est vraiment engagé dans la décarbonation de la fabrication du lanceur. Allez, deux exemples. L'entreprise a installé des fermes solaires à côté de Toulouse, 20 gigawatts, qui alimentent déjà à raison de 10% l'électricité des usines, donc qui va continuer, qui est un effort de réduction de l'empreinte de la fabrication. Et un autre exemple, parce qu'il était là il y a 2 semaines, le bateau de transport d'Ariane 6 s'appelle Canopée, que j'espère vous êtes allé voir sur les quais, parce qu'il y a un bateau magnifique, a un système de propulsion à voile. Alors le transport, c'est l'air de rien, mais le transport des éléments d'Ariane de métropole jusqu'en Guyane, c'est une empreinte carbone qui est à peu près la moitié quand même du lancement. Alors c'est moins impressionnant le bateau que la fusée qui décolle, donc agir sur ce transport, c'est déjà agir concrètement, maintenant, et de manière efficace. Et la question en fait des satellites, elle est au cœur de votre stratégie. On terminera par ce dernier point, parce que le ravitaillement, s'il y a moins s'il y a du ravitaillement en orbite, ça veut dire que du coup il y a moins de lancements. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. On peut agir en orbite de choses. On va dire pour les multitudes de petits satellites qui vont être en orbite basse. Le premier réflexe, c'est comme dans la vraie vie, on prend le bus et pas le taxi, c'est plus éco-responsable. Donc plutôt que d'envoyer 50 mini-lanceurs pour envoyer 50 satellites, il y a le moyen de le faire avec un seul lanceur, comme Ariane 6 qui fait du rideshare, qui va en une seul lancement placer tout le monde sur la bonne orbite. Donc ça, c'est déjà concrètement, ça fait du bien. Et pour les satellites géostationnaires qui sont plus loin, qui nécessitent plus d'énergie pour être amenés, effectivement, au lieu de les remplacer à chaque fois, on va bientôt pouvoir aller les réparer, les reconfigurer, les reprogrammer, parce que la data va plus vite que le hardware généralement, et les ravitailler. Si vous voulez avoir des exemples, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, regarder ce qui a été fait lors de notre symposium Next Space 2023, il y a 2 semaines, où les services en orbite étaient au cœur de nos discussions. Et peut-être une dernière chose, alors c'est pas l'environnement, mais on parle aussi de pollution, d'avoir beaucoup d'objets en orbite. Une autre action, ça va être de les désorbiter.
aussi pour rendre l'espace durable. Et là, il y a aussi, puisqu'on est à Bordeaux, à Métropole, un ancrage à chaque fois. Voilà, une action concrète, puisque l'entreprise d'Arc, qui a récemment signé un memorandum of understanding avec l'aéroport de Bordeaux Métropole, veut justement mettre en place une solution de désorbitation des petits satellites. Avec des micro-lanceurs aéro largués qui va s'implanter en 2024. Exact. Merci infiniment pour votre témoignage, François Buffenoir, pour Way for Space. Je vous remercie, Géraldine. Merci. Et nous allons accueillir maintenant Claire Pelletier, qui est chargée de mission économie circulaire pour Aerospace Valley. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc en charge des sujets environnementaux au sein d'Aerospace Valley. Alors concrètement, quelles sont vos missions, même si alors je sais que vous ne souhaitez pas, et vous avez bien raison, restreindre votre titre au terme d'économie circulaire. Une fois que ceci est dit, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous travaillez aux questions de décarbonation de manière concrète, opérationnelle ou en termes d'innovation ? Alors en effet, je déploie la feuille de route économie circulaire et dans une plus large mesure environnementale au sein du pôle Aerospace Valley depuis 2022. C'est des sujets grandissants dans le secteur aérospatial, à fort enjeu, pas seulement environnemental, mais effectivement c'est un enjeu d'attractivité comme on l'a vu. Et c'était important du coup pour le pôle Aerospace Valley, premier pôle de compétitivité européen au service des secteurs aéronautique, spatial et drone, de se positionner sur ces nouvelles actions pour préparer aujourd'hui et surtout le monde de demain. Vous accompagnez en fait la chaîne de valeur côté acteur et côté site de production. Alors en fait, oui, on a deux axes effectivement d'action aujourd'hui prioritaires. C'est soutenir le développement de l'économie circulaire dans les filières et accompagner les acteurs de la chaîne de valeur dans la démarche de transition environnementale. Voilà. Et alors, du coup, quelles actions concrètes avez-vous menées dans ce cadre-là ? Alors, ça ne peut pas être exhaustif, mais quelques exemples forts que vous avez envie de partager. Sur le premier axe, en tout cas d'économie circulaire, c'est un axe assez vaste, donc on peut le prendre par plusieurs chemins. En tout cas, on a commencé par la fin, puisqu'on s'est intéressé à la fin de vie des avions commerciaux. On a échangé avec Airbus et Tarmac Aerosave, donc Tarmac Aerosave qui est un des constructeurs des avions commerciaux. On a échangé sur leurs besoins et on leur a proposé du coup de lancer un appel à manifestation d'intérêt, justement dans le but d'aller chercher des projets, des idées de projets ou faire de l'émergence projet pour améliorer la déconstruction des avions, leur valorisation aussi, justement pour toujours améliorer ce taux de valorisation en fin de vie. Donc on a finalement reçu beaucoup de dossiers à la fin de cet appel. Je peux vous en citer quelques-uns effectivement en Nouvelle-Aquitaine. On a par exemple une solution de robot de dérivetage qui a été déposée par Aerospin et Technalia. Une solution pour le réemploi des cabines de toilettes d'avion pour justement servir les événements de plein air. On a un banc de recyclage aussi des gaz halons à usage aéronautique qui a été déposé par l'atelier Bigata. Et le dernier, c'est la partie démontage aussi et recyclage des textiles et plastiques dans les cabines d'intérieur d'avion. Donc ça, c'est les 4 projets, en tout cas, par des porteurs de Nouvelle-Aquitaine qui ont été déposés sur cet appel à manifestation d'intérêt. Donc nous, on est là pour ensuite accompagner ces projets, accompagner les PME et les ETI, donc aussi dans tout ce qui concerne les programmes de transition environnementale. Oui, ça c'est effectivement le deuxième axe. On accompagne aussi toutes les PME ETI de la chaîne de valeur aéronautique à initier ou approfondir une démarche de transition environnementale. Donc on a lancé une opération collective en partenariat avec BPI France et l'ADEME pour pouvoir accompagner les PME ETI de la chaîne de valeur. Donc elles initient un diagnostic individuel subventionné de leur choix sur la partie environnementale et on réunit ces entreprises pour partager et prendre de l'information pour mener à bien leur plan d'action futur.
Donc c'était important pour nous d'accompagner la chaîne de valeur et aussi de déployer des workshops localement pour réunir les référents locaux sur des sujets d'actualité comme l'éco-conception. Et c'est à travers ces sujets-là qu'on voit aujourd'hui qu'il y a pas mal de problématiques aussi qui remontent sur des problématiques d'organisation ou de formation, à la fois des services ou même des directions sur ces nouveaux sujets. Donc c'est ça, la suite pour vous, c'est d'accompagner aussi vos adhérents sur ces questions d'innovation, les aider à se développer et trouver des financements. Oui, exactement. L'ADN du pôle, ça reste l'innovation et le financement de l'innovation. Donc nous, on accompagne toute la chaîne de valeur donc à développer sa compétitivité et ça passe aussi par la contribution à travers la création de projets collaboratifs dans l'innovation. Donc ça touche finalement aussi l'économie circulaire et tous les sujets environnementaux. Donc on va continuer à accompagner la chaîne de valeur en ce sens, et à développer de nouveaux appels à manifestation d'intérêt sur les sujets environnementaux et économie circulaire. Et le but c'est de continuer à réunir ce réseau dans les filières aérospatiales, voilà, pour prendre ce sujet d'intérêt pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Merci infiniment. Vous avez terminé à la seconde près. Félicitations. Merci pour votre témoignage, Claire Pelletier, Aerospace Valley. Merci. Mille excuses, last but not least, Damien Engemann pour le dernier pitch. Comment ai-je pu vous oublier? Founder et CEO de Stilfareo. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous travaillez donc à décarboner l'aviation civile. On va aborder donc la question du why. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette société et quel travail de recherche menez-vous? Donc vous êtes une start-up, on va dire deep tech, qui développe des moteurs à réaction pour l'aviation et vous travaillez de façon très concrète à la décarbonation. Tout à fait. Donc chez Stilfareo, nous cherchons à résoudre plusieurs problèmes. Le premier, eh bien, il s'agit effectivement du réchauffement climatique. Il faut savoir qu'actuellement, l'aviation contribue à environ 2,2% des émissions mondiales de CO2 et 4,9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre si l'on prend en compte d'autres effets comme les traînées de condensation. Donc il y a déjà plusieurs solutions qui sont en cours de développement, les biocarburants, l'hydrogène et l'électrique. Et dans l'électrique, nous avons remarqué qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les moteurs existants ne sont pas suffisamment puissants pour électrifier tout le marché. Et le deuxième problème, c'est que les vitesses que l'on peut atteindre sont moins élevées qu'avec des réacteurs conventionnels. Donc nous avons pris la décision de résoudre ce problème en électrifiant les réacteurs au lieu de les remplacer. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans les réacteurs? Eh bien, il faut chauffer l'air pour en fait le détendre, l'accélérer et créer de la poussée. D'habitude, c'est fait en brûlant un carburant en chambre de combustion à environ 1700 degrés Celsius. Et dans notre cas, eh bien, nous générons simplement des arcs électriques de très forte puissance qui vont, par effet Joule, chauffer l'air à des températures qui peuvent être entre 3000 et 30 000 degrés Celsius. Et du coup, ces travaux extrêmement innovants ont aussi attiré l'attention très rapidement des industriels, puisque vous avez des collaborations avec Airbus, avec Safran, mais pas que. Tout à fait. Eh bien, dans un premier temps, il faut d'abord remercier Bordeaux Techno-West, l'incubateur qui nous a permis de lancer ce projet et qui nous a mis en relation avec ces industriels. Donc, de nos jours, surtout grâce à SpaceX, qui, on l'a vu, est une start-up qui s'est lancée et qui a réussi à prendre le devant sur d'autres acteurs, de nos jours, nous pouvons voir que les acteurs industriels, notamment français, ont pris conscience du fait que les innovations de rupture ne proviennent pas uniquement de leurs équipes internes, mais proviennent également de l'extérieur, des startups notamment. Donc les industriels ont compris qu'il faut travailler main dans la main avec ces nouveaux acteurs. Donc effectivement, nous sommes en relation avec différents industriels, notamment Airbus, qui nous finance pour la réalisation d'un prototype actuellement. Nous sommes en discussion avec Safran pour réutiliser leur banc d'essai et éventuellement électrifier certains de leurs moteurs. Nous avons également le soutien de l'Agence spatiale européenne, dont nous sommes dans l'incubateur. Et également, nous avons le soutien du 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, un accélérateur dédié à des startups uniques, visant notamment à lutter contre le réchauffement climatique. Alors après, il y en a pas mal, je ne vais pas tous les citer, mais en voici déjà une part importante. Vous avez un prototype donc, qui est en cours de fabrication avec des essais qui sont prévus fin 2023. Votre feuille de route, très rapidement. Tout à fait.
Il s'agit d'une petite turbomachine en laboratoire qui n'est pas dédiée à voler à ce stade. Elle vise simplement à démontrer la faisabilité du remplacement d'une combustion. Et elle vise également à faire quelques mesures de performance sur la conversion notamment d'électricité en chaleur, puis en poussée. Donc c'est une petite turbomachine d'environ 90 kW dans laquelle on atteint 3000 degrés Celsius en moyenne avec quelques pointes à 10 000 degrés. Et si tout se passe bien, elle devrait être testée d'ici à la fin d'année. Je dis si tout se passe bien parce que nous avions déjà prévu de la tester plus tôt dans l'année, mais malheureusement avec les aléas de la R&D, parfois cela prend du retard. Une fois qu'elle sera terminée, eh bien, nous allons conduire une levée de fonds pour commencer à travailler sur 2 moteurs. Premièrement, un moteur pour drone qui visera à tester d'autres innovations que nous n'avons pas encore expérimentées à ce stade. Et ce drone aura également pour but d'obtenir un nouveau record mondial de vitesse d'ici à 2026, car il faut savoir qu'aujourd'hui, le record mondial de vitesse pour un avion électrique n'est que de 559 km/h. Donc nous espérons au moins le doubler d'ici à 2026. Et après ce moteur de drone, eh bien, nous comptons adresser le marché de l'aviation d'affaires. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que nous voulons à terme adresser le marché des avions de ligne, mais dans un premier temps, nous comptons adresser un marché comprenant des appareils plus petits, plus simples à électrifier, pour lesquels les problématiques ne sont pas les mêmes. Notamment dans l'aviation d'affaires, il n'y a pas trop de problèmes, de soucis avec le temps de recharge des batteries. Les facteurs de disponibilité à un instant T pour un client sont plus importants que le nombre de rotations que l'on peut faire dans une journée, par exemple. Il nous reste 30 secondes. Vous souhaitiez aborder 2 idées reçues. Idées reçues et chiffres clés pour terminer. Eh bien, la principale idée reçue que je compte adresser concerne justement les batteries et la portée. Il faut savoir que selon les données de l'Association européenne de l'aviation d'affaires, environ 80% des vols d'avions d'affaires en Europe couvrent des distances inférieures à 1500 km. Donc ça, ce sont des distances qui peuvent déjà être couvertes aujourd'hui à l'aide des batteries. Nous avons déjà fait quelques calculs avec la formule de Brégé-Leduc notamment et les batteries disponibles actuellement. Et nous avons évalué qu'il est possible d'atteindre des portées jusqu'à 2500 km avec les meilleures batteries disponibles à ce jour. Très bien, merci infiniment Damien Engelmann, founder et CEO de Silfareo. Merci. Bonne continuation. Je vous retrouve donc dans quelques secondes pour la table ronde réponse et mobilisation des acteurs industriels pour le devenir de la filière.